Bien bonsoir, dans l'actualité de ce 28 mai 2013, la toute première nuit carcérale de Bara Gaye, le jeune libéral poursuivi pour offense au chef de l'État, le secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes libérales, auteur de propos jugés insultants à l'encontre du chef de l'État. Et puis, la probable perturbation de la tenue des examens de fin d'année, le grand cadre unitaire des syndicats d'enseignants en a proféré la menace. Il soupçonne le gouvernement de chercher à reconsidérer les accords signés sous l'ancien régime. Et puis, la réduction des risques d'inondation, le Premier ministre a lancé le projet aujourd'hui, la gestion des eaux pluviales et l'adaptation au changement climatique. Le projet financé par la Banque mondiale, le projet à hauteur de 72 millions de dollars. Le ministère du Tourisme ressuscite le chantier de l'hôtel intercontinental. Projet gelé depuis 2011. À terme, l'infrastructure du groupe commercial Kharafi devrait générer près de 500 emplois directs et 2000 indirects. L'entretien éclair reçoit en fin d'édition Maître El Hadji Diouf, avocat à la Cour. Nous abordons essentiellement le sens du délit d'offense au chef de l'État. Bara Gaye est en prison. Le secrétaire général de l'Union des jeunesses travaillistes libérales poursuivi pour offense au chef de l'État. Il a passé l'après-midi dans les bureaux du procureur de la République après une nuit qui a été passée plutôt au commissariat, donc une nuit de garde à vue. Adi Atala en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Adi Atala, quelle est la situation à l'heure actuelle? Donc c'est à 17h50 que la fourgonnette s'est ébranlée du palais de justice en partance pour la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. À l'intérieur se trouve Bara Gaye avec sa casquette bien vissée sur la tête parmi les nouveaux pensionnaires de la prison de Rebeuss. Le secrétaire général de l'UJTL a été inculpé par le juge du premier cabinet d'instruction. L'article 80 lui a valu le mandat de dépôt. Il lui est reproché l'offense au chef de l'État. Des militants libéraux consternés et émus l'ont ovationné au passage de la fourgonnette. Ils se sont retranchés. Ensuite, ils ont pris la direction de la permanence du Parti démocratique. Nous avons perdu Adi Atala, que nous retrouvons probablement pour plus de détails avant la fin de cette édition, que nous poursuivons avec le ministre de la Justice qui écrit au secrétaire général d'Amnesty International. Aminata Touré dénonce les propos déplacés, selon ses termes, du patron de la branche sénégalaise de l'organisme de défense des droits de l'homme, Seydi Gassama, qui assimile le régime de Macky Sall à celui de son prédécesseur Abdoulaye Wade, ce en matière de respect des droits humains. Daniel Diouf. Le gouvernement du Sénégal semble ne pas digérer le contenu de ce rapport. Le document qui a par endroits comparé le régime du président Macky Sall à celui d'Abdoulaye Wade. La comparaison n'est pas du goût des autorités sénégalaises. Le garde des Sceaux l'a officiellement signifié au secrétaire général d'Amnesty International à Londres par voie de courrier. Aminata Touré déclare dans sa lettre que certains commentaires suscités par le responsable de l'antenne sénégalaise n'ont aucun rapport avec la réalité. Pour l'essentiel, le document se réfère à des faits survenus avant la deuxième alternance, selon le ministre de la Justice. Madame Aminata Touré de préciser par ailleurs que les propos de Seydi Gassama sont tout à fait déplacés. Selon elle, ces déclarations placent le représentant d'Amnesty International Sénégal sur le terrain de la politique politicienne et portent atteinte à l'image de marque de l'organisation. Le gouvernement s'est voulu très clair sur la situation des droits de l'homme au Sénégal, un pays qui reste inéluctablement engagé dans la promotion des droits et de la dignité humaine, selon Aminata Touré. Le garde des Sceaux de poursuivre que les faits évoqués ont tous bénéficié d'un traitement judiciaire approprié. D'ailleurs, l'une des priorités du gouvernement du président Macky Sall reste la lutte contre l'impunité, lit-on dans la lettre adressée à Salil Chetty, le secrétaire général d'Amnesty International. Et que c'est tout naturellement que le gouvernement du Sénégal a décidé de donner une nouvelle impulsion aux droits économiques à travers la préservation des deniers publics ou la lutte contre la corruption. Et puis Seydi Gassama qui souligne que l'organisme n'a pas connaissance de ce courrier ni à Dakar ni à Londres. Londres qui abrite le secrétariat général de Amnesty International. Des menaces qui pèsent une nouvelle fois sur la tenue des examens de fin d'année. Le grand cadre unitaire des syndicats d'enseignants projette une perturbation. Les enseignants qui ont marché ce matin, ils accusent le ministère de tutelle de vouloir reconsidérer des acquis, des accords signés avec l'ancien régime.
Loin des salles de classe, ces enseignants ont envahi les allées du Centenaire pour une matinée de marche. Une initiative du grand cadre unitaire des syndicats enseignants qui dénonce par ailleurs l'attitude du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. De mémoire de syndicalistes, nous n'avons jamais vu un ministre aussi irresponsable que notre ministre de tutelle. S'il va jusqu'à nous demander d'être plus responsable, je crois qu'il ne maîtrise pas le département qui lui est confié. Donc là, l'appel que nous lançons au président, c'est de monter au créneau et de demander à ses ministres d'arrêter. Nous pensons qu'au sortir de cette marche, que le président de la République va monter au créneau pour appeler son gouvernement à recevoir les enseignants et à discuter avec eux pour qu'on dépasse cette crise-là. De la place de l'Obélisque à la RTS, un seul slogan, le respect des accords déjà signés avec l'ancien régime. 11 points de revendication, des points qui s'articulent essentiellement autour de la validation des années de volontariat, de vacation et de contractualisation pour les maîtres et professeurs contractuels comme fonctionnaires. Nous avons également la question des passerelles qui a été agitée et au niveau de cette question, malheureusement, le gouvernement a eu à faire du recul en se suspendant uniquement aux travaux au niveau de l'enseignement supérieur. Nous pouvons revenir sur la question des indemnités. Les syndicalistes avertissent, ils menacent de perturber les examens de fin d'année si rien n'est fait d'ici là. Pendant que les enseignants arpentent le bitume, les élèves prennent du bon temps sur la plage. Ils désertent les établissements pour les plages, comme sur ces images. Ce matin, avant l'heure, sur le dos des enseignants, les élèves rencontrés justifient leur présence par la grève des enseignants. Les grèves répétées, justement. Reportage. L'école n'a pas encore fermé ses portes et la plage de Ngor fait déjà le plan. On est venu là-bas parce qu'on avait cours jusqu'à 16h, mais on avait fait arrêt des cours. Mais pour beaucoup de gens rencontrés, la grève des professeurs justifie leur présence sur les lieux. Pour les professeurs, c'est eux les fautifs, quoi. C'est ça qui les a poussés pour être là. Les professeurs qui disent qu'il y a des grèves, peut-être que l'État ne les a pas payés, mais c'est pas normal qu'ils font ça, qu'ils font des grèves. Ils devraient passer à l'avenir de leurs enfants et à l'avenir des jeunes aussi. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Cela semble être une réalité pour ce professeur. Si on est en grève, ils sont en classe, ils se préparent en composition et aux examens. Pourquoi ne pas se concentrer sur les études, ne pas se concentrer sur les révisions, de préparer les compositions et les examens, mais pas d'aller à la plage. Malgré les vacances obligées, ces élèves demandent aux professeurs de regagner les classes pour la bonne réussite de l'année scolaire. Et puis pour parler de la réduction des risques d'inondation, le Premier ministre Abdoul Mbaye a lancé le projet ce matin, la gestion des eaux pluviales et l'adaptation au changement climatique. Plus de 72 millions de dollars de la Banque mondiale appuient ce programme. Le gouvernement a engagé l'élaboration d'un plan décennal de lutte contre les inondations avec une phase d'urgence. Cette nouvelle priorité du gouvernement, fortement impulsée par Monsieur le Président de la République, est traduite en plan d'action validé lors du Conseil présidentiel sur les inondations, connaît aujourd'hui un début d'exécution en direction de l'hivernage 2013 avec une forte participation financière de l'État. C'est dans le cadre de la concertation, de la confrontation de cette option que la Banque mondiale a décidé d'accompagner l'État par la mise en œuvre du projet de développement urbain dénommé « Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique », le projet. Ce projet, d'un coût de 72 900 000 dollars, vise surtout la réalisation d'investissements durables dans les quartiers particulièrement vulnérables que sont Dalifort, Pikine et Guédiawaye. Démarche préventive également au niveau de la municipalité de Dakar. Ils ont entamé le curage des canaux dans les artères de la capitale. Regardez. La ville de Dakar a l'assaut des canaux d'évacuation des eaux de pluie. L'opération de curage a démarré ce samedi. Du pain sur la planche pour ces techniciens qui doivent terminer le chantier avant l'hivernage. Le travail il a commencé depuis samedi, le 25 mai. On commençait Taïba. Après, on revient ici hier dimanche, on revient ici, on commence ici pour faire le travail ici. On
on est préparé la révérence. Ce canal situé entre Fass, Gueule Tapée, Médina et Fann est transformé en un véritable dépotoir d'ordures, ce que certains riverains déplorent. Si tu as ton poubelle, tu le verses ici, ou quelque chose d'un bassin, tu vois, il y a beaucoup de poubelles là, tu le verses ici, et tu dis que c'est normal, mais c'est pas normal. Et tu dis que le canal pue, mais ça là, c'est toi. Est-ce qu'il attend pour bloquer ces taux clandestins? Parce que si tu me dis chaque jour il y a des taux clandestins, ça c'est pour les eaux usées, pluviales, c'est pas pour les eaux usées. Et tu vois, les gens versent des eaux usées, mais il faut bloquer. Les gens qui versent ici les déchets, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas gérer ça parce qu'il y a deux communes. Nous, on peut gérer notre côté, mais les gens qui habitent à Gueule Tapée, Fass Colobane, on ne peut pas les gérer parce qu'on n'est pas dans la même commune. Selon cet homme, les autorités devraient tout simplement couvrir le canal après le curage. Fermer le canal, bon, ça sera quelque chose d'extraordinaire pour que nous n'aurons plus de problèmes de lancer des ordures et que les moustiques ne sortiront pas. C'est ça le problème. Libérer tous les canaux afin de faciliter l'évacuation des eaux de pluie, l'un des objectifs de la mairie de Dakar, et après il restera de sensibiliser les populations. Le ministère du Tourisme débloque le chantier de l'hôtel intercontinental à Dakar, projet gelé depuis 2011. À terme, l'infrastructure du groupe Colossien Kharafi devrait générer près de 500 emplois directs et 2000 emplois indirects. Le ministre de tutelle Youssou Ndour a diligenté la reprise des travaux, un hôtel qui prend en compte donc des préoccupations économiques, touristiques bien sûr, mais également diplomatiques au niveau de l'accueil de certaines hautes personnalités. Alioune Diagne, Ibrahim Khan. Monument de la Renaissance. Non loin de là, le futur hôtel intercontinental. Gelé depuis octobre 2011 sous le magistère du régime libéral, aujourd'hui, les travaux de construction redémarrent. Après nos efforts, nous sommes parvenus à convaincre le promoteur de relancer les travaux. L'autre chose qui est importante, c'est que vous avez vu que le groupe Al-Kharafi est un grand groupe qui pourrait intéresser les autres secteurs et nous pensons que le symbole de cette relance pourrait permettre au groupe de s'investir dans d'autres domaines qui intéressent les Sénégalais. Le coût global de l'infrastructure est estimé à 43 milliards de francs CFA, le tout financé par le groupe Kharafi du Koweït. Le choix du Sénégal pour abriter ce projet n'est pas le fruit du hasard. Mon défunt oncle Nasser Kharafi avait choisi le Sénégal pour plusieurs facteurs, dont les plus importantes sont la stabilité économique et politique, et l'hospitalité de sa population et l'esprit de coopération et de solidarité qui règne au Sénégal. Et j'espère qu'il ne s'était pas trompé en choisissant le Sénégal, parce que lors de ma première visite ici, ce que j'ai vu et ce que j'ai pu constater par moi-même m'a bien réconforté dans ma position et dans notre choix. Cet hôtel 5 étoiles à terme devra constituer une aubaine pour le Sénégal, le secteur touristique en particulier. C'est 500 emplois directs, 2000 indirects et je crois qu'aussi le nombre de lits va augmenter. C'est un hôtel de 5 étoiles déjà, nous n'en avons pas beaucoup hein, et je crois que ça va augmenter vraiment ce qu'on appelle être compétitif. Parce que si les gens veulent venir au Sénégal, il y a des gens qui viennent au Sénégal pour habiter dans un hôtel, séjourner dans un hôtel de 5 étoiles. Aujourd'hui, nous en avons un nouveau. L'infrastructure comptera 200 chambres. Elle sera achevée avant le sommet de la francophonie, prévu à Dakar en 2014. Cette campagne de sensibilisation contre le trafic de bois dans le sud du pays, le phénomène qui prend de l'ampleur à cause d'une certaine complicité de villageois. Selon Bakary Konté sur place, l'armée a saisi des tronçonneuses mais également des camions et autres matériels. L'armée et le service des eaux et forêts multiplient les saisies dans le département de Bounkiling. L'armée a saisi 2 camions et 3 tronçonneuses. Donc je me dis que tous les jours, si on devait écrire des PV, pratiquement toutes les heures, on pouvait écrire un PV dans le département de Bounkiling. C'est quand même difficile, hein, c'est quand même difficile à dire, mais il faut saluer au passage l'armée qui aussi se dévoue pour cette protection de l'environnement. Parce que quelque part, c'est vrai, ils sont beaucoup plus outillés que nous, soit en armement ou bien même en effectif. Parce que voilà que nous ne sommes même pas nombreux et nous ne sommes pas assez équipés comme eux. Donc ils nous épaulent quelque part. Je crois que ce qui s'est passé concernant, je peux dire le premier camion,
c'est juste un malentendu. Ils ne comprenaient pas, ça dit normalement les textes, mais je crois qu'ils ont dû essayer de mettre de l'eau froide dans leur quille, et ce qui fait qu'ils ont ramené effectivement le camion. La forêt est complètement menacée suite au trafic de bois vers la Gambie. L'association des volontaires pour la protection de l'environnement est en campagne dans la zone. ñun lépp lu ñu fi góor ci àll rek ci garab rek foofu la ñu koy yóbbu kon ñun lu ñu aar ñoom bu ñu aarut du sotti ndax nit ñi il faut ñu sonn noppaleku il faut ñu gémmeñtu tedd te bu ñu xamee sonn ngeen noppaleku rek wala yéen a ngi gémmeñtu yu tedd rek dañuy ñëw goraat balaa ngeen jóg ñu yóbbu ay centaine de l'arbres comme nag ci Gambie lay dem ñu woo leen ñu waxtaan ak ñoom. Cette même initiative se déroule en ce moment dans le Bogal. Nous avons prévu donc de sensibiliser les populations pour leur montrer que c'est votre forêt et toute exploitation rationnelle va profiter de vos collectivités locales d'abord, renforcer leur budget et renforcer aussi vos conditions de vie. Maintenant, toute autre, par exemple, sorte d'exploitation ne profiterait que de petits groupes qui d'ailleurs ne réclament que des miettes. Le service des eaux et forêts demande le renforcement du personnel et de l'équipement pour mieux lutter contre ce trafic de bois. Le Sénégal, champion d'Afrique, l'équipe nationale de beach soccer a conservé son titre au terme de la compétition continentale qui s'est tenue au Maroc. Les Lions sont rentrés à Dakar. Le coach de l'équipe nationale, l'entraîneur, le sélectionneur national invite les Sénégalais à soutenir la discipline. C'est un reportage de Cheikh Tidiane Diane et Youssou Baro. 5 victoires en autant de sorties, l'équipe nationale a remporté haut la main la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer organisée au Maroc. Un sacre acquis au prix de nombreux sacrifices. Après un voyage pénible et une compétition très difficile, parce que dans une semaine on a joué presque 5 matchs. Donc moins d'une semaine on a joué 5 matchs parce que à partir du mercredi jusqu'à dimanche, chaque jour on jouait des matchs. Donc en fait c'était une compétition très difficile. Mais aujourd'hui, arrivé au Sénégal, on voit le peuple là. Donc vraiment on est tellement content, on est tellement fiers de notre pays. Donc, le beach soccer est très dur par rapport au football à 11 parce qu'au beach soccer il n'y a pas de temps mort ni d'arrêt. On défend, on attaque ensemble, on défend ensemble. Mais c'est très difficile franchement, surtout avec le sable. C'est très difficile. Les poulains de Amadou Diop Boy Bandi sont allés au bout de leur souffle. Le coach invite les populations et les autorités à soutenir et à accompagner la discipline. 4 Coupes du Monde, il faut le faire. Donc voilà, il faut que les gens croient à cette discipline-là et nous appuyer pour qu'au moins une fois une équipe africaine puisse gagner cette Coupe du Monde-là. On est dans les dispositions. Je pense qu'avec un bon planning de travail, la main dans la main, avec la prière de tout un peuple, aujourd'hui, je pense qu'on peut réussir. Le 12e Gaïndé a fait le déplacement du côté de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et se dit fier de la victoire des Lions. Ça fait plus de 2 ans ou 3 ans qu'on les a reçus ici à l'aéroport de Dakar Yoff et on vient de recevoir aussi. Et nous sommes contents, nous sommes fiers d'être Sénégalais et fiers aussi d'être Africains et fiers aussi derrière l'équipe nationale du Sénégal. Que ça soit basket, handball, volley. Après l'euphorie, place la préparation de la Coupe du Monde qui va se tenir à Tahiti. Objectif pour le staff, figurer dans le carré d'as. Et puis ce coup de bol de l'ASC Dara, sauvé de justesse de la relégation en 3e division. Ce week-end, l'équipe a pu donc conserver sa place dans ce groupe. L'entraîneur remercie les dirigeants du club de leur confiance. Écoutez-le au micro de Khalil Ndiaye. Ça a été très difficile parce que comme je l'ai dit tantôt en Wolof, j'ai dit que quand je suis venu tout au début au mois de décembre, je n'ai pas trouvé d'équipe en un mot. Je n'ai trouvé que 4 joueurs qui étaient des rescapés de la Ligue 1. Donc cela veut dire qu'il fallait reconstruire une équipe. Alors on s'est mis au travail, ça a été très difficile. Des fois on menait des équipes jusqu'à l'ultime seconde, l'équipe nous rejoint, il y avait énormément de bruit,
d'aucuns disaient que c'est l'entraîneur, d'aucuns disaient que ce sont les joueurs. Mais par rapport à ça, je félicite d'abord les dirigeants. Ils pouvaient prendre par exemple une décision, ils pouvaient limoger l'entraîneur pour insuffisance de résultats. Et ça pouvait créer d'autres problèmes. Ils ont été courageux, ils m'ont laissé continuer à travailler jusqu'à présent. Donc si on a réussi à atteindre nos objectifs, une grande partie c'est dû à cette confiance que ces dirigeants-là nous ont accordée. Nous aurions presque pu rester dans les sports pour recevoir notre invité dirigeant de club, mais ce soir nous le recevons en sa qualité d'avocat à la Cour, Maître El Hadji Diouf, qui nous parlera justement de l'offense au chef de l'État, ce délit. Nous l'abordons ce soir, entre autres questions d'actualité, le sens du délit d'offense au chef de l'État, les délinquants souvent perdus par l'amalgame entre le statut de chef d'État et celui de chef de parti. Ibrahim Kamara. Offense au chef de l'État, outrage à magistrat sont des délits qui peuvent être retenus contre une personne qui, en faisant usage d'un support de communication, a proféré des propos malsains. L'offense au président de la République commise par l'un des moyens de diffusion publique, c'est-à-dire la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, la distribution d'écrits ou d'images de toute nature, de discours, chants, cris ou menaces proférées dans les lieux ou réunions publiques, et généralement par l'intermédiaire d'un procédé technique est puni. Une différence est à noter entre le chef de parti et l'institution que peut incarner ce dernier. Le président, il a une double casquette. Il est chef de parti, mais également il est président de la République du Sénégal. Et c'est le président de la République qui est protégé et non pas la personne de Macky Sall. C'est pourquoi d'ailleurs au niveau même de la mouvance présidentielle, au niveau des assises nationales, les gens ont demandé à ce que le président de la République ne puisse plus être un président de parti pour éviter quand même ce genre de problème. La liberté d'expression souvent évoquée a des limites. La liberté d'une personne quand même s'arrête là où commence la liberté d'une autre personne. Le délit d'offense au chef de l'État est régi par la loi numéro 77/87 du 10 août 1977, reprise par l'article 254 du Code pénal sénégalais. Ce délit est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs CFA. Maître El Hadji Diouf, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Maître, ravi de vous retrouver en tant que député à l'Assemblée nationale, secrétaire général du Parti des travailleurs et du peuple. Tout d'abord, un peu de sémantique avec le sens du délit d'offense au chef de l'État. Oui, vous savez, le président de la République, comme l'a dit votre reporter, oui, est protégé, c'est normal, parce qu'il a été élu pour être le chef de l'État. Donc, le premier des Sénégalais. Vous savez que même dans une concession, dans une maison, le chef, quand même, on lui doit des égards. On lui doit respect et considération. Parfaitement. Aussi bien les épouses que les enfants sont tenus de respecter le statut de chef de carré, de maison. A fortiori, le chef de la grande maison qu'est l'État. Donc c'est plus, une question morale, une question d'éthique que judiciaire. Oui, ce n'est pas tellement judiciaire. D'ailleurs, il faut supprimer cet article. Comme les articles fourre-tout, à partir de l'article 80 du Code pénal. D'ailleurs, M. Abdoulaye Wade avait affirmé son intention d'enlever ces articles du Code pénal. Il ne l'a pas fait malheureusement. Parce qu'en tant qu'avocat, il avait vu que c'était des dispositions qui étaient en réalité dangereuses pour l'effectivité de l'exercice de la démocratie. Parce que à tout moment, on peut dire oui, tel discours, telle intervention porte atteinte gravement au moral des populations et même aux institutions. Mais maître, c'est bien ça le problème. Ce délit, même s'il est avéré parfois, il bute sur un bouclier qui s'appelle liberté d'expression, qui s'appelle démocratie. Et c'est bien ça le problème, justement. Comment trouver le juste milieu? Oui, le juste milieu, c'est d'abord de supprimer tous ces articles. Parce que comme vous le savez, l'être humain, il est protégé. Tous les termes injurieux qui peuvent offenser un chef d'État peuvent constituer ce qu'on appelle le délit d'injure ou de diffamation. Donc un citoyen ordinaire même a des droits
il est protégé. On ne peut pas venir l'insulter. On ne peut pas venir le diffamer. Mais le chef d'État il est exposé surtout du fait également que chez nous, le chef d'État est aussi souvent, ou plutôt toujours, chef de parti. C'est pourquoi le président, vraiment, c'est mon ami, je lui demande de démissionner de la direction de son parti. Ça ne fait que le renforcer et le présenter comme un grand chef d'État. Ça réglerait, à votre avis, une partie de la question. Oui, parce qu'à ce moment-là, ce serait le président de tous les Sénégalais, de M. Ndiakhanaï, comme on dit, et il serait même une garantie de neutralité dans la conduite des affaires de la nation. Parce qu'en ce moment-là, on ne pouvait pas dire, oui, il a interdit ou il a fait ceci parce que quand même, c'est son parti qui le veut. Non, il aurait pris du recul par rapport à son parti. Il aurait pris de la hauteur comme gardien de la Constitution pour être le président de tous les Sénégalais et donc devant prendre en charge tous les militants de tous les partis politiques et répondre à leurs préoccupations. Donc, maître, vous l'avez dit, la disposition en soi, elle est souvent décriée du fait de son caractère, disons, fourre-tout aux yeux d'observateurs. Alors, qu'est-ce que cela peut vraiment produire à terme? Oui, ça peut. Parce que c'est facile de dire, ouais, c'est parce qu'il a le pouvoir qu'on peut tout lui coller comme étiquette, malveillant ou malveillante, comme vous voulez. Oui, c'est pourquoi, vous savez, il y a des dispositions qui sont injustes, qu'il faut éradiquer, enlever de notre code pénal, notre droit positif. Parce que c'est des dispositions qui ont permis l'arrestation à maintes reprises d'Abdoulaye Wade. Il a souffert, Abdoulaye Wade. Il a subi ces articles de loi injustes. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on laisse libre cours au comportement barbare, fait d'injures, de manque de respect. Il faut civiliser les rapports politiques, les rapports humains. Il faut être civilisé. Vous savez, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Oui. Pourquoi? Parce qu'on veut gérer la cité, on insulte l'autre qui veut gérer la cité. Là, ça devient un peu l'art de dénigrer l'autre. Oui. Que pensez-vous justement du niveau du débat à l'heure actuelle de cette échelle à ras le sol? Ce niveau-là, il est regrettable. Trop bas. Et c'est même scandaleux que parce qu'on veut le pouvoir ou qu'on l'a perdu, on se comporte de la sorte, en ennemi, qu'on cherche à salir, à massacrer l'adversaire. On cherche à diaboliser l'adversaire parce qu'on veut juste le pouvoir. Mais en réalité, quelles sont les motivations de ces gens-là qui, parce qu'ils veulent le pouvoir ou parce qu'ils veulent conserver le pouvoir, sont prêts à tout? Justement, là, vous êtes en train de me dire que force doit rester à la loi. Oui. Donc, du fait, est-ce que votre demande d'éradiquer cette disposition est pertinente? Oui. Vous savez, c'est des lois fourre-tout. C'est des dispositions fourre-tout. Par exemple, on dit tel discours porte atteinte au moral des populations. Tel discours porte atteinte aux institutions. Mais qui a la possibilité d'apprécier l'atteinte? Sur la base de nos valeurs, à partir de quand on dit qu'il y a atteinte? Pour parler du cas précis, maître, aujourd'hui, si je vous traite d'homosexuel, forcément, je vous aurais insulté. Oui, c'est pourquoi je dis que nous sommes au Sénégal. Oui. Et même partout ailleurs, d'ailleurs. Et là, vous êtes exposé, vous êtes diabolisé, vous êtes humilié. Oui. Et là, vous êtes protégé par la loi. Ça, c'est pas l'article 80. Nous ne sommes pas dans ces dispositions. Ça, on est en plein dans la diffamation. Oui. Vous venez dire que quelqu'un, alors, il passe son temps à manger des hommes, alors qu'il n'est pas anthropophage. Oui. Vous dites que quelqu'un tue, il n'est pas tueur. On le présente comme un criminel, il n'est pas criminel. On présente quelqu'un comme un violeur, il n'a jamais violé dans sa vie. Il y a la diffamation. Ça, c'est protégé. La personne humaine est sacrée. Donc, elle est protégée par la loi. Mais, il y a des dispositions rétrogrades contenues dans notre droit positif,
dans notre code pénal qui doivent être écartés pour qu'on ne puisse pas. Parce qu'un adversaire est gênant, un adversaire est coriace, qu'on ne puisse pas l'éliminer à partir du droit. Parce que de toute façon, il y a des dispositions dans le code pénal qui sanctionnent justement le délit d'injure, tout simplement. Mais oui, l'injure publique, l'injure privée, la diffamation, la dénonciation calomnieuse, tout ça est prévu par le code pénal qui réprime sévèrement ces genres de comportements qui consistent à dénigrer, à salir, à humilier, à porter atteinte à l'honneur, à la considération, à l'honorabilité d'une personne. Tout ça est sanctionné sévèrement. C'est pourquoi d'ailleurs, les députés doivent jouer un rôle. Si je peux faire une transition, si on parle de rupture, les députés doivent... Moi, je suis en train de travailler sur ça, mais vous savez, je suis un député non inscrit. Largement minoritaire à l'Assemblée nationale. Mais je dis, s'il y avait une rupture, c'est-à-dire si on avait une assemblée qui représente véritablement le peuple sénégalais et non un parti, comme un président qui doit démissionner pour ne pas représenter son parti. Maître, alors pour parler des élections locales en perspective, le mode de suffrage fait l'objet de polémiques à l'heure actuelle. Quelle est votre position là-dessus? Voilà, je voudrais juste en parler, mais je voudrais terminer avec l'Assemblée tout de suite. 2 secondes. Enfin, en 2 secondes. Je dis qu'il faudrait qu'on puisse renouveler le mandat du président de l'Assemblée chaque année avec le bureau pour évaluer. Parce que si un président est élu pendant 5 ans, mais il est un dieu, hein? Et il peut être, je ne sais pas, il peut ne pas donner satisfaction. Donc, dire qu'un président doit avoir 5 ans, sinon on fragilise l'institution. Non, l'institution, ce sont les 150 députés. Le président n'a que ça, quoi. Une seule voix. Même si on l'enlève, il n'y a pas de crise. C'est sans doute l'origine de cette disposition qui inspire à certains ce retour. Ce retour n'a pas de sens. Ce retour, c'est juste créer des députés esclaves et un roi qui s'appelle président de l'Assemblée. Alors qu'ils ont été élus tous au suffrage universel direct. Très bien. Alors, les locales. Les institutions, ce sont les députés, pas le président de l'Assemblée. Très bien. Maintenant, les locales. Vous savez, en tant que ressortissant de Kaolack, bon, Kaolackois, moi je suis né à Kaolack, j'ai grandi à Kaolack. Vous n'êtes pas en campagne là, maître. J'ai étudié à Kaolack. Donc les locales m'intéressent. Oui, bien sûr. Et en tant que personnalité connue, sur le plan national, l'homme du 23 juin, une fierté nationale. Ce n'est pas encore de mes convictions, de mes ambitions, de ma vision. Très bien, on est d'accord. Au lieu de donner cette ville-là à des farceurs ou à des aventuriers. Ce n'est pas encore l'heure de la campagne électorale. Non, je ne suis pas en campagne. Loin de là. Allez-y, dites-moi. Je suis très loin de la campagne. Alors, quelle est votre position dans cette polémique autour du mode de suffrage? Oui, le mode maintenant. Je suis contre le cumul des gens. Je suis pour le cumul, excusez-moi. Je connais l'adhésion du président Macky qui demande qu'on élimine le cumul de postes, ministre, maire, député maire. Je suis pour ce cumul. Parce que si les populations d'une ville se rendent compte qu'il y a un ministre quelque part, il y a un député capable de redresser cette ville, capable de développer la ville, un député ou un ministre ayant un leadership dans sa ville, on ne va pas le laisser de côté pour choisir un ministre anonyme. Ce serait de l'aventure qu'on laisse les gens choisir, député ou pas, ministre ou pas, mais la figure emblématique de la ville, celui-là qui cristallise les aspirations de son terroir et qui pourrait porter le flambeau et hisser sa ville au firmament des plus grandes villes du monde. Très bien. Donc, maintenant pour le mode de scrutin, je pense qu'on doit élire directement le maire. Au lieu d'élire une liste et de faire des magouilles, d'acheter des voix pour faire passer un maire. Que les populations sachent que c'est Alain Juppé qui est candidat à la mairie de Bordeaux, c'est Bertrand Delanoë, c'est tel leader candidat à New York. Mais s'il passe, il passe comme maire, investi directement par les populations, ayant une légitimité. Mais ce que l'on voit dans ce pays, c'est qu'à la veille de l'élection du bureau du conseil municipal, il y a les discussions, les magouilles, les achats de conscience. La nuit, on va avoir des conseils, on débauche, mais ça fausse le jeu. Alors que les populations auraient bien voulu savoir
qui sera le maire. C'est qui notre maire. Oui. Qui sera à la tête de notre municipalité. Très bien. Dès le début. Ça règle tout. Et le jeu est clair. Le choix est clair. L'individu choisi, la personne choisie, étant légitime, investi de la légitimité populaire, pour ne pas dire la légitimité de sa ville, mais aura les coups de franche pour travailler et le moment venu faire son bilan, rendre compte et il sera renouvelé cette personne. Elle sera renouvelée cette personne. Merci beaucoup, maître. Ce maire, sinon, ce maire sera châtié, sanctionné sévèrement. Et enterré politiquement. Merci beaucoup, maître El Hadji Diouf. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée. Bonne soirée sur TFM.